Je suis policier routier depuis presque 15 ans dans l'État de l'Arizona. L'immense étendue de routes désertes, coupée par de longues lignes droites et entourée par le désert aride, m'a toujours donné un sentiment de solitude. La nuit, ces routes prennent un air encore plus sinistre, comme si elles menaient à un endroit au-delà de notre monde. Mais, malgré le calme, j'ai appris à ne pas laisser le silence m'affecter. Jusqu'à cette nuit-là. C'était une nuit sans lune, l'une de ces nuits d'où le ciel semble plus sombre que d'habitude. J'étais de service sur la route 89, une route qui traverse de longs tronçons de désert et de montagnes au nord de l'Arizona. Mon quart de travail durait déjà depuis plusieurs heures, et je conduisais lentement, surveillant la route vide. Il n'y avait pas beaucoup de circulation à cette heure-là, seulement quelques routiers occasionnels ou un conducteur solitaire. L'obscurité engloutissait tout, à l'exception du faisceau lumineux des phares de ma voiture de patrouille, qui transperçait l'épaisse obscurité devant moi. J'étais sur le point de prendre une sortie pour une petite pause, quand j'ai aperçu, au loin, les feux arrière d'une camionnette. Elle roulait à la bonne vitesse. Rien ne semblait anormal. Je me suis approché un peu plus, juste pour une vérification de routine. C'est alors que quelque chose d'inhabituel a attiré mon attention. Dans la faible lumière rouge des feux de freinage, quelque chose bougeait dans le coffre de la camionnette. J'ai cligné des yeux, ne croyant pas ce que je voyais. Là, dans l'obscurité, à travers les contours de la porte arrière, j'ai aperçu ce qui semblait être la silhouette d'un enfant. C'était une forme petite et frêle, avec des bras fins levés, agitant lentement la main. Mon cœur s'est emballé. L'idée qu'un enfant puisse se trouver dans le coffre d'un véhicule nécessitait une action immédiate. J'ai allumé les gyrophares et accéléré, enclenchant la sirène pour demander au conducteur de s'arrêter. La camionnette a ralenti et s'est arrêtée sur le bord de la route, les phares dirigés vers le désert obscur. Je suis rapidement descendu de la voiture, la main posée sur ma ceinture, prêt à toute éventualité. Le véhicule avait l'air vieux, une de ces camionnettes qui avaient connu de meilleurs jours. La benne était fermée, et la vitre arrière me montrait le reflet pâle de la conductrice, une femme d'une 50aine d'années, apparemment calme. Elle a baissé la vitre de la fenêtre, et son regard exprimait confusion et inquiétude, ce qui était compréhensible dans une situation comme celle-ci. Je lui ai expliqué que j'avais vu quelque chose dans le coffre, et elle, surprise, m'a dit qu'il n'y avait personne dans la voiture, à part elle. Je lui ai demandé de sortir du véhicule pendant que je vérifiais la partie arrière. Avec ma lampe torche à la main, j'ai ouvert la benne de la camionnette, espérant voir un signe d'un enfant, un indice. L'espace était complètement vide. Aucun signe de bagage, de jouet, ou de quoi que ce soit qui puisse suggérer la présence d'un enfant. Mon cœur s'est serré. Une confusion mêlée à de l'inquiétude m'a envahi. J'étais sûr de ce que j'avais vu. Cette silhouette me faisant signe dans l'obscurité n'était pas un fruit de mon imagination. J'ai inspecté les alentours de la camionnette encore une fois, vérifiant chaque recoin, mais il n'y avait absolument rien. Je suis retourné parler à la conductrice, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle a répété qu'elle était seule, qu'elle rentrait chez elle, après avoir rendu visite à sa famille. Cependant, son expression a légèrement changé quand j'ai mentionné l'enfant. Il y eut un bref moment d'hésitation, comme si quelque chose la troublait. Mais avant que je puisse poser plus de questions, elle confirma de nouveau qu'il n'y avait personne d'autre avec elle. Je fis le nécessaire, vérifiai ses papiers et la laissai partir. Elle retourna dans la voiture et reprit la route, mais quelque chose en moi restait agité. Il y avait quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit, et quoi que ce fût, c'était lié à ce que j'avais vu. Je remontais dans ma voiture de patrouille, mais ce sentiment d'inquiétude restait avec moi. Le reste du car passa lentement, et le silence de la route devenait de plus en plus oppressant. Quelque chose n'allait pas cette nuit-là, et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image de la silhouette de l'enfant, faisant signe depuis le coffre de la camionnette. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui remettrait en cause toute la logique que je connaissais et changerait ma perception de la réalité à jamais. Dans les jours qui suivirent cette étrange rencontre sur la route,
Je ne pouvais m'empêcher de penser à la silhouette de l'enfant que j'avais vu dans le coffre de la camionnette. J'essayais de rationaliser, de trouver des explications logiques. Peut-être que c'était une illusion causée par les phares réfléchissant sur quelque chose dans la benne, ou simplement ma fatigue qui me jouait des tours. Pourtant, ce sentiment qu'il y avait quelque chose de profondément anormal continuait de me hanter. Je savais ce que j'avais vu, et l'image de cet enfant faisant signe dans l'obscurité de la route était bien trop nette pour n'être qu'une simple hallucination. Je retournai au commissariat après mon prochain quart, déterminé à vérifier les enregistrements de la caméra de patrouille. Je savais que toutes les interventions étaient enregistrées, et la caméra frontale de la voiture de patrouille aurait pu capturer quelque chose qui confirmerait ou expliquerait ce que j'avais vu. Quelque chose qui pourrait m'apporter un peu de paix. Dès que je suis arrivé, je me rendis dans la salle de contrôle des enregistrements et demandai la vidéo de l'intervention avec la camionnette de cette nuit-là. En regardant la vidéo, mon cœur commença à battre plus vite. L'enregistrement montrait tout exactement comme je m'en souvenais. La camionnette devant moi, mon approche, et le moment où j'allumais les gyrophares pour faire arrêter la conductrice. La vidéo montrait clairement quand je sortis de la voiture de patrouille, m'approchais et commençais à discuter avec la conductrice. Jusqu'à ce moment-là, tout semblait parfaitement normal. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Sur l'enregistrement, au moment où la camionnette s'arrêta, la caméra capta un mouvement dans le coffre. Mes yeux s'écarquillèrent. Là, à l'écran, pendant un bref instant, je vis ce qui ressemblait à l'ombre d'un petit enfant. La silhouette était floue à cause de la faible lumière, mais elle était indubitable. La petite silhouette d'un corps frêle, avec les bras levés, faisant signe depuis la benne du véhicule. Le même geste que j'avais vu cette nuit-là. Et puis, en un clin d'œil, l'ombre disparut, comme si elle n'avait jamais été là. Mon cœur s'emballa et un frisson glacé parcourut mon échine. Ce n'était pas mon imagination. La caméra avait capté ça. C'était réel, ou du moins, il y avait quelque chose de suffisamment réel pour être enregistré. Je fixais l'écran abasourdi, ne sachant pas comment traiter ce que je venais de voir. Même avec les preuves devant moi, c'était impossible à comprendre. Comment pouvais-je avoir vu quelque chose, ou quelqu'un, qui clairement n'était pas là? La vidéo continuait de montrer le reste de l'intervention. J'ai ouvert la benne, fouillé dans le coffre, mais comme je le savais déjà, il n'y avait aucune trace d'enfant. La conductrice semblait mal à l'aise, mais jusque-là, j'avais attribué cela au stress habituel que les gens ressentent lorsqu'ils sont arrêtés par la police. Maintenant, son expression semblait indiquer autre chose. C'était comme si elle savait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre à ce moment-là. J'ai décidé que je devais en savoir plus sur cette conductrice. Quelque chose dans cette situation n'avait pas de sens, et j'étais déterminé à enquêter. Je suis retourné au commissariat et, avec l'aide des registres de l'intervention, j'ai réussi à identifier le véhicule et la conductrice. Elle s'appelait Lisa Turner, résidant dans une petite ville en périphérie de l'Arizona. J'ai vérifié l'adresse et, sous prétexte de suivre un protocole standard de vérification, j'ai décidé de lui rendre visite à son domicile. Quand je suis arrivé chez elle, l'endroit m'a semblé normal, une simple maison de banlieue, rien qui puisse indiquer quoi que ce soit de particulier. J'ai sonné à la porte, et la femme qui a ouvert était bien la même que celle que j'avais arrêtée sur la route. Lisa semblait surprise de me voir, mais son expression de confusion s'est rapidement transformée en un mélange de nervosité et de tristesse. Je lui ai expliqué que j'étais là pour vérifier certains détails concernant l'intervention, sans mentionner ce que j'avais vu sur l'enregistrement, mais je suis allé droit au but. Je lui ai demandé si elle était seule cette nuit-là. Elle hésita un moment, me fixant intensément, comme si elle décidait quoi dire. C'est alors que quelque chose d'inattendu est arrivé. Lisa m'a raconté que la camionnette qu'elle conduisait la nuit de l'intervention appartenait à l'origine à sa sœur aînée, qui était récemment décédée. Sa sœur utilisait la camionnette pour transporter son fils, un petit garçon de 6 ans nommé Tommy, qui était lui aussi mort dans un tragique accident de voiture il y a quelques mois. Le choc de ces mots me frappa de plein fouet. Tommy, un enfant.
le fils de la sœur de Lisa, qui était déjà décédée. Elle a commencé à pleurer en me racontant comment la perte de son neveu avait dévasté la famille. La camionnette était un souvenir douloureux, mais elle avait décidé de la garder pour honorer la mémoire de Tommy. À cet instant, tout commença à prendre sens de manière terrifiante. L'enfant que j'avais vu dans le coffre, le geste de la main, tout devenait clair d'une manière perturbante. Ce qui était là cette nuit-là n'appartenait pas à ce monde. Avant de quitter la maison, Lisa, toujours en larmes, mentionna qu'elle avait parfois l'impression que Tommy était encore présent, comme s'il était lié au véhicule que lui et sa mère utilisaient. Elle n'a pas pu l'expliquer mieux, mais le poids de ces mots confirmait ce que je redoutais déjà. La silhouette que j'avais vue était l'esprit de Tommy, faisant encore signe depuis le coffre de la camionnette. Après avoir quitté la maison de Lisa, je suis retourné à ma voiture, complètement abasourdi. Les informations qu'elle avait partagées à propos de son neveu Tommy semblaient révéler une réalité à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. Le garçon était mort, c'était un fait. Mais alors, comment avais-je pu voir la silhouette d'un enfant faisant signe depuis le coffre? Et plus troublant encore, comment la caméra de ma patrouille avait-elle pu capturer cela? Mon esprit était confus, et le silence dans la voiture, alors que je retournais au commissariat, semblait m'écraser. Il n'y avait aucune explication logique à ce que j'avais vu. Des fantômes, des esprits, des ombres du passé. Je n'avais jamais cru à ce genre de choses. J'ai toujours été un homme de science, de faits concrets. Mais à présent, quelque chose dépassant la logique avait croisé ma route, et je ne pouvais pas l'ignorer. En arrivant au commissariat, je me suis assis dans la salle de repos, encore sous le choc. Je repassais les faits dans ma tête, essayant de remettre les pièces du puzzle ensemble. Je savais que je ne pourrais pas me reposer tant que je n'aurais pas de réponse, ou du moins jusqu'à ce que je comprenne ce que cela signifiait vraiment. J'ai repris la vidéo, et pour la 10e fois, j'ai regardé cette silhouette dans le coffre. C'était une ombre claire, et le mouvement était indéniable. Un geste lent, comme si elle demandait de l'aide ou faisait ses adieux. Je suis allé voir mon supérieur et lui ai raconté ce que j'avais trouvé sur la vidéo, sans mentionner l'aspect surnaturel qui bouillonnait dans mon esprit. Il semblait intrigué, mais sans accorder trop d'importance. La caméra avait pu capter quelque chose dans l'environnement, une ombre projetée ou un défaut de l'objectif, m'expliqua-t-il. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas cela. Le regard de cet enfant, si on peut appeler ça un regard, me fixait directement sur l'enregistrement. C'était une présence réelle, que je ressentais même en regardant encore et encore. J'ai décidé que je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que je retourne à l'endroit où tout s'était passé. Peut-être que quelque chose sur cette route ou dans la camionnette pourrait m'apporter plus de réponses. Je suis monté dans ma voiture de patrouille et j'ai repris la route de l'autoroute 89, sentant le poids du désert sombre tout autour de moi. La nuit tombait à nouveau, et la route, éclairée seulement par les phares de la voiture, semblait encore plus vide qu'auparavant. En arrivant à l'endroit exact où j'avais arrêté la camionnette de Lisa la première fois, je me suis garé, et j'ai coupé le moteur. Le silence était absolu, seulement brisé par le vent léger soufflant dans le désert. Je suis sorti du véhicule, ma lampe torche à la main, et j'ai commencé à marcher le long de la route, cherchant un signe de Tommy, un vestige de la présence que j'avais ressentie auparavant. Au fur et à mesure que j'avançais, l'air autour de moi semblait devenir plus lourd, presque oppressant. Il y avait une sensation que je n'étais pas seul. Un frisson soudain parcourut mon échine, bien que la nuit fût encore douce. C'est alors que du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement. Je me suis immédiatement arrêté, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, et j'ai pointé ma lampe torche sur le côté. Pendant un instant, j'aurais juré avoir vu la silhouette d'un enfant courant le long du bord de la route en direction du désert. Le petit corps, les bras me faisant signe encore une fois. Mon corps s'est figé sans savoir si je devais le suivre ou fuir. Mais la silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue, se dissolvant dans l'obscurité comme un mirage avalé par le désert. Mes pieds restèrent plantés dans le sol, et je pris une profonde inspiration, essayant de traiter ce que je venais de voir.
Je suis retourné à la voiture de patrouille, mais la peur ne s'est pas dissipée. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé lentement sur la route. Le chemin du retour vers la ville semblait encore plus long. Mes mains étaient moites sur le volant, et chaque phare lointain se transformait en une silhouette sur la route. Même en sachant que j'étais déjà loin de l'endroit où tout s'était produit, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à plusieurs reprises dans le rétroviseur, espérant ne pas voir la silhouette de Tommy, me faisant signe une dernière fois. En arrivant en ville, la lumière des lampadaires et des lumières urbaines m'a apporté un bref soulagement, mais quelque chose en moi avait déjà changé pour toujours. Je savais que je ne pourrais jamais oublier cette nuit et que, d'une certaine manière, l'esprit de Tommy continuerait à être là, prisonnier de cette route déserte, faisant signe à ceux qui passent, en quête de quelque chose qui ne reviendra jamais. Dans les jours qui suivirent, j'en ai parlé avec quelques collègues, sans mentionner l'aspect surnaturel. Ils ont ri, suggérant que c'était la fatigue, ou peut-être la solitude des longues nuits sur la route qui m'avaient joué des tours. Mais je savais qu'il y avait autre chose, quelque chose qui ne pouvait être expliqué ou ignoré. Un lien entre ce garçon et la camionnette de la famille. Un écho du passé qui refusait de disparaître. Je n'ai jamais revu la camionnette de Lisa. Peut-être avait-elle décidé de s'en débarrasser, ou peut-être avait-elle senti, comme moi, que la garder près d'elle était une connexion trop douloureuse avec quelque chose qui n'appartenait plus à ce monde. Mais, de temps en temps, en patrouillant sur les routes sombres et vides de l'Arizona, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de me demander « Est-ce que Tommy est encore là ?» faisant signe au prochain qui passera. Je m'appelle Thomas Fuentes et je suis policier depuis presque 8 ans à Santiago, au Chili. J'ai passé de nombreuses nuits en patrouille dans des rues silencieuses et des ruelles sombres, mais j'ai toujours réussi à garder mon calme face à des situations étranges. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est produit qui a ébranlé ma perception de la réalité. C'était une nuit froide, typique de l'hiver dans la capitale, et les rues étaient presque désertes. J'étais en patrouille avec mon partenaire, Manuel Rios, un policier expérimenté et toujours pragmatique. Nous étions de service pour le tour de nuit, surveillant une zone résidentielle en banlieue de Santiago, où des activités suspectes avaient été signalées récemment, bien que rien de vraiment significatif n'ait été confirmé. Le calme de la nuit donnait l'impression que ce serait une autre garde tranquille, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Vers 3 heures du matin, nous avons reçu un appel radio. Un résident avait signalé des cris étranges provenant d'une maison apparemment abandonnée en périphérie, dans une rue isolée qui se terminait en cul-de-sac. L'homme qui avait appelé était visiblement bouleversé, décrivant les sons comme des cris terrifiants qui semblaient venir de l'intérieur de la maison, mais sans aucun signe de personne à proximité. Nous sommes restés silencieux un moment, échangeant des regards dubitatifs. Personne ne vivait dans cette maison depuis des années, tout le monde le savait. Certains la considéraient comme maudite, un lieu de rumeurs et d'histoires macabres qui circulaient parmi les anciens résidents. Mais pour nous, policiers, ce n'était qu'une vieille maison de plus. Nous avons reçu l'adresse exacte et sans tarder, nous nous y sommes rendus. En nous approchant de la maison, l'atmosphère a commencé à changer. La rue était enveloppée dans un silence lourd, presque oppressant, comme si l'air lui-même était figé. La maison se trouvait au bout d'une ruelle étroite, ses fenêtres étaient brisées et sa façade délabrée. Aucune lumière n'était allumée aux alentours, sauf les phares de notre véhicule, qui perçaient l'obscurité. Le terrain autour de la maison était envahi par les mauvaises herbes et des arbres morts, donnant au lieu une allure encore plus sinistre. Nous avons coupé le moteur et sommes sortis de la voiture, éclairant le chemin avec nos lampes de poche. La maison semblait avoir été abandonnée depuis longtemps. Aucun son à part le faible vent soufflant entre les arbres. Cependant, en nous approchant de la porte d'entrée, nous avons tous deux entendu distinctement des cris. C'étaient des cris courts et étouffés, comme s'ils venaient de quelque part au fond de la maison. J'ai échangé un regard avec Manuel.
Il n'était pas nécessaire de parler pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Manuel a été le premier à s'approcher de la porte. Elle était entrebâillée, grinçant légèrement lorsqu'il l'a poussée. L'odeur de moisissure et de pourriture était forte, mêlée à quelque chose que je ne pouvais pas immédiatement identifier. Nous sommes entrés lentement, nos lampes balayant la pièce devant nous. L'intérieur était en ruine, avec des meubles cassés et des débris éparpillés sur le sol, comme si quelque chose de violent s'y était produit il y a longtemps. Les cris avaient cessé. Tout ce qu'il restait, c'était le bruit de nos pas sur le plancher de bois pourri. Un sentiment de malaise s'est installé en moi, comme si quelque chose d'invisible nous observait. Nous avons traversé le salon principal, vérifiant chaque recoin. Rien, aucun signe de vie, ni quoi que ce soit qui puisse expliquer ce que nous avions entendu. C'est alors que nous avons trouvé ce qui allait tout changer. Au centre de la pièce principale, une marque sur le sol attira mon attention. Je m'en approchai prudemment, éclairant mieux l'endroit. Là, dessiné avec une précision troublante, se trouvait un cercle avec un pentagramme en son centre. Les lignes étaient tracées avec ce qui ressemblait à de l'encre noire. Mais l'étrange éclat à sa surface me faisait penser à une autre substance. Autour du cercle, il y avait des inscriptions que je ne pouvais pas comprendre. Des symboles anciens et effrayants, comme s'ils faisaient partie d'un rituel macabre. Manuel s'approcha et fixa le pentagramme. Aucun de nous ne savait quoi dire. Il n'y avait aucun doute que cela faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvions expliquer. Mais en dehors du cercle et des inscriptions, la maison était vide. Il n'y avait aucun signe de qui aurait pu faire cela, et les cris que nous avions entendus quelques instants plus tôt, avaient simplement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. L'air à l'intérieur de la maison était lourd, dense, comme si respirer devenait difficile. Il y avait une sensation palpable de danger, quelque chose que nous ne pouvions pas identifier, mais qui se trouvait à chaque recoin de cet endroit. Manuel rompit le silence, suggérant que nous devrions sortir d'ici et appeler des renforts. J'ai immédiatement acquiescé. Nous sommes retournés rapidement à la voiture, mais avant de partir, j'ai regardé en arrière. La maison restait silencieuse, mais quelque chose en moi disait que nous n'aurions pas dû entrer là. Quelque chose de terrible s'était produit dans cet endroit, quelque chose qui dépassait notre compréhension. Et au fond, je savais que tout cela était loin d'être terminé. Alors que nous nous éloignions, le silence reprit possession de la rue. Mais, contrairement à avant, ce silence était encore plus oppressant, comme si quelque chose d'invisible observait chacun de nos mouvements, attendant la prochaine étape. Nous ignorions que cette nuit ne faisait que commencer. Après cette expérience dans la maison, j'ai essayé de tourner la page et de traiter cet événement comme un autre incident étrange dans la carrière d'un policier. Cependant, quelque chose en moi avait changé. L'image du cercle avec le pentagramme et des inscriptions macabres ne quittait pas mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces lignes précises, l'éclat étrange de la substance qui formait le dessin. Il y avait quelque chose de profondément anormal avec cet endroit, quelque chose que je ne pouvais expliquer, mais que je ressentais dans chaque fibre de mon être. Manuel était lui aussi visiblement secoué, bien qu'il essayait de le cacher. Pendant les patrouilles suivantes, il évitait de parler de ce sujet, et à chaque fois que nous nous approchions de cette partie de la ville, je pouvais percevoir une légère nervosité dans sa voix. C'était comme si nous savions tous les deux que quelque chose d'inhabituel s'était passé, mais nous ne voulions pas l'admettre à voix haute. Cette semaine-là, nous sommes retournés au commissariat pour rédiger le rapport de l'incident. Il n'y avait pas grand-chose à écrire. Nous avions trouvé une maison abandonnée, entendu des cris, enquêté, mais nous n'avions trouvé personne. Et bien sûr, nous avons mentionné le cercle étrange sur le sol, bien que nous ayons évité de trop entrer dans les détails. Nous ne savions pas quoi en faire. C'était comme si quelque chose d'invisible nous poussait à nous éloigner de la vérité, nous empêchant de parler franchement de ce que nous avions vu. La nuit suivante, lors d'une autre patrouille, le malaise s'accentua. Nous faisions notre ronde habituelle, quand Manuel, sans prévenir, suggéra de retourner à la maison.
J'ai tenté de le dissuader, en lui disant qu'il n'y avait aucune raison d'y retourner. Après tout, nous n'avions trouvé personne, et l'endroit semblait clairement abandonné. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Quelque chose dans cette maison continuait à nous appeler, et l'ignorer n'était plus une option. À contre-cœur, j'ai accepté. Nous avons conduit en silence à travers les rues désertes de Santiago, jusqu'à ce que nous arrivions à la ruelle. La maison était là, enveloppée dans l'obscurité de la nuit, comme une présence sinistre attendant notre retour. Elle semblait exactement comme la dernière fois, peut-être même plus délabrée, comme si le temps avait avancé sur elle de manière anormale. Cette fois, nous avons garé la voiture un peu plus loin, sentant tous deux la tension monter dans l'air. Nous sommes sortis de la voiture et avons avancé lentement. La porte d'entrée était dans le même état, entrebâillée, grinçant légèrement sous l'effet du vent froid de la nuit. Nous sommes entrés, et l'odeur de pourriture semblait encore plus forte qu'avant. L'intérieur de la maison était figé dans le temps, mais il y avait quelque chose de différent. L'air était plus dense, plus lourd, comme si quelque chose d'invisible planait au-dessus de nous. Nous sommes allés directement à l'endroit où nous avions trouvé le cercle, et il était toujours là. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose en plus. L'éclat de la substance sombre qui formait le pentagramme semblait plus fort, plus vibrant, comme si la marque elle-même pulsait d'une énergie qui n'appartenait pas à cet endroit. Les inscriptions autour semblaient avoir légèrement changé. Les lignes étaient plus nettes, comme si elles avaient été récemment renforcées. Manuel s'agenouilla près du cercle, analysant les détails avec une intensité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il semblait fasciné, presque hypnotisé par tout cela. Pendant qu'il examinait le dessin, je ressentais une étrange présence dans la pièce, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais dont je savais qu'elle était là. C'était une sensation d'être observé, surveillé par quelque chose qui se cachait dans les ombres. C'est alors que le silence de la maison fut brisé. Du fond de la maison, venant d'un endroit profond et invisible, nous avons entendu un bruit étouffé. Ce n'était pas un cri cette fois, mais quelque chose de bien plus troublant. C'était comme si quelqu'un murmurait, une voix basse et lointaine, parlant sur un ton chuchoté, mais impossible à comprendre. Le son résonnait contre les murs, amplifiant le malaise qui nous dominait déjà. Manuel se leva immédiatement, son visage maintenant empreint de confusion et de peur. Le murmure continuait et semblait se rapprocher. Le bruit enveloppait la maison, comme si les murs eux-mêmes nous susurraient directement dans la tête. Sans échanger un mot, nous savions que nous ne devions pas être là. Quelque chose se passait, quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai fait signe à Manuel que nous devions partir. Il acquiesça d'un geste rapide. Nous sommes retournés à la voiture de patrouille, les murmures résonnant encore dans nos têtes, même après avoir quitté la maison. Je conduisais vite, désireux de m'éloigner de cet endroit au plus vite. Le silence entre nous était lourd, plein de questions que ni l'un ni l'autre ne savait comment formuler, et encore moins répondre. Cette nuit-là, quelque chose changea en moi. Ce n'était plus simplement une question de mystère ou de curiosité. Ce qui se trouvait dans cette maison, ce qui se cachait derrière ce cercle et ces cris, n'était pas de ce monde. Je sentais que nous avions franchi une ligne invisible, pénétré dans un territoire interdit, et que maintenant quelque chose nous suivait, quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Les jours qui suivirent furent encore plus troublants. Quelque chose me disait que cela n'était pas terminé. Et au fond de moi, je savais que nous serions bientôt contraints de retourner dans cette maison pour découvrir la vérité qu'elle renfermait. Pendant les jours qui suivirent cette deuxième visite, le poids de l'inconnu planait sur moi. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que quelque chose de sombre nous avait suivis depuis cette nuit-là. Le murmure étouffé que nous avions entendu semblait résonner dans mon esprit. Les lignes du pentagramme, les inscriptions macabres et l'éclat sinistre de la substance qui composait le cercle envahissaient mes pensées à chaque instant, même lorsque j'essayais de me concentrer sur autre chose. Manuel avait changé aussi. Lui,
qui avait toujours été le plus calme et pragmatique d'entre nous, devenait de plus en plus introspectif, presque obsédé. Il ne parlait plus de ce que nous avions vu dans la maison, mais je le surprenais à fixer le vide, comme s'il revivait mentalement ces moments. Il n'était plus le même, et pour être honnête, moi non plus. Le mystère de cette maison semblait avoir implanté quelque chose en nous, comme une ombre invisible planant au-dessus de nos têtes, nous observant en silence. Ce fut alors qu'une nuit, nous avons reçu un nouvel appel lié à cette même zone. La radio de la voiture crépita vers 2 heures du matin. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de cris. Le résident qui avait appelé avait rapporté avoir vu des lumières étranges à l'intérieur de la maison abandonnée. Aussitôt, Manuel insista pour que ce soit nous qui répondions à cet appel. Contre mon instinct d'éviter cet endroit, j'ai accepté. Nous sommes arrivés rapidement sur place. La maison était exactement telle que nous l'avions laissée, mais l'air autour d'elle semblait encore plus dense, plus lourd, comme si l'obscurité qui l'entourait était vivante. J'ai garé la voiture de patrouille un peu plus loin, et avant de sortir, j'ai regardé Manuel. Il y avait une détermination sombre dans ses yeux, comme s'il savait déjà ce qu'il était sur le point d'affronter. Nous avons pris nos lampes torches et nos armes, et avancé vers la porte. Le vent semblait murmurer à nos oreilles, mais il y avait quelque chose de plus dans ce chuchotement, quelque chose qui semblait venir de l'intérieur de la maison. Alors que nous approchions de l'entrée, des lumières clignotaient à l'intérieur. Ce n'était pas une lumière continue, mais une sorte de pulsation, comme si une énergie invisible faisait vibrer les murs. Nous sommes entrés par la porte avec précaution. L'intérieur de la maison était différent. L'air, auparavant simplement lourd, devenait maintenant presque étouffant. Une légère brume flottait sur le sol, comme si l'environnement lui-même était en train de changer autour de nous. Mon estomac se retournait à cause de la forte odeur de quelque chose de brûlé, mélangée à celle de la pourriture. C'était comme si le mal imprégnait chaque centimètre de cette maison. Manuel avançait en tête, se dirigeant vers le cercle que nous avions trouvé auparavant. Je le suivais de près, et quand nous sommes arrivés dans la salle, ce que nous avons vu a glacé mon sang. Le pentagramme était toujours là, mais cette fois, il semblait vivant. Les lignes brillaient intensément, et la substance sombre qui le formait pulsait, comme si elle se déplaçait lentement, se répandant sur le sol. Les inscriptions autour étaient maintenant complètement lisibles, bien que je ne puisse pas en comprendre la signification. C'était comme des mots d'une langue ancienne, interdite. L'air autour du cercle scintillait, et les ombres sur les murs semblaient bouger d'elles-mêmes, se transformant en figures déformées et méconnaissables. C'est alors que soudainement, les murmures sont revenus, mais cette fois-ci, plus forts. Les voix venaient de tous côtés, résonnant dans nos têtes. Il y avait tellement de voix à la fois qu'il était impossible de distinguer ce qu'elles disaient. C'était comme si les murs de la maison nous pressaient, nous encerclant dans un espace qui n'était plus de ce monde. Manuel, cependant, ne semblait pas effrayé. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose d'étrange, comme s'il était en transe. Il s'approcha du cercle, les yeux fixés sur le pentagramme, ignorant complètement les murmures et ce qui se passait autour de nous. J'ai crié son nom, essayant de le ramener à la réalité, mais il semblait ne pas m'entendre. Soudain, les lumières dans la salle ont commencé à clignoter violemment, et les murmures se sont transformés en un cri strident qui semblait déchirer l'air. Le sol tremblait sous nos pieds, et l'obscurité autour de nous commençait à se refermer. Les ombres sur les murs semblaient se transformer en figures humaines, contorsionnées dans l'agonie, comme si elles étaient prisonnières d'un cycle éternel de souffrance. Manuel tomba à genoux, les yeux fixés sur le centre du cercle, tandis que le pentagramme pulsait avec encore plus d'intensité. C'était comme si l'énergie de cette maison aspirait sa vie. Le désespoir monta en moi. Il fallait que nous partions d'ici, mais quelque chose retenait Manuel, quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Je courus vers lui, essayant de le tirer hors de la pièce, mais son corps semblait aussi lourd qu'une ancre. Finalement,
Avec toutes mes forces, je réussis à l'éloigner du cercle. Dès que je l'eus sorti de là, l'atmosphère autour de nous sembla changer. Le cri strident cessa, et les ombres sur les murs commencèrent à se dissiper lentement. Nous courûmes hors de la maison sans regarder en arrière. L'air froid du petit matin nous enveloppa, tandis que nous franchissions le portail. Manuel était pâle, il pouvait à peine parler, mais la transe qui l'avait envahi avait disparu. Nous sommes montés dans la voiture de patrouille et sommes partis aussi vite que possible. Nous n'échangeâmes pas un mot durant le reste de la nuit. Nous savions que ce qui s'était passé dans cette maison ne pouvait pas être expliqué ni compris. Quelque chose de sombre et d'ancien était en jeu, quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Depuis cette nuit, ni Manuel ni moi ne sommes jamais retournés dans cette maison. Et pour être honnête, j'espère ne jamais avoir à y retourner. Ce qui se trouvait là-bas n'était pas humain, et quoi que ce soit, c'est toujours là, en train d'attendre. Je m'appelle Héctor Morales, et je suis policier dans la ville de Mendoza, en Argentine. Au cours de toutes mes années de service, j'ai répondu à une multitude d'appels, des petits conflits familiaux aux situations plus graves. Mais rien de ce que j'avais vécu ne m'avait préparé à ce qui allait se passer cette nuit-là. La garde se déroulait tranquillement, typique d'une nuit d'hiver, avec peu d'incidents et cette sensation de calme qui précède toujours l'inattendu. Il était environ 11 heures du soir lorsque la radio de la voiture de patrouille grésilla, me tirant de mon état de vigilance détendu. Nous avons reçu un appel pour un contrôle de bien-être. Un voisin avait signalé des bruits étranges venant de la maison d'une vieille dame qui vivait seule. La description était vague, mais le ton de la voix à la radio laissait transparaître une certaine inquiétude. Le voisin avait mentionné que la dame, appelée Donna Elvira, vivait là depuis des décennies, et que cette nuit-là, les bruits à l'intérieur de la maison semblaient indiquer qu'elle était en difficulté. J'ai décidé de répondre immédiatement à l'appel. L'adresse n'était pas très loin, mais la localisation en elle-même dégageait déjà un certain malaise. La maison se trouvait dans une zone plus éloignée du centre, dans un vieux quartier de Mendoza, entouré de grands arbres et d'une atmosphère figée dans le temps. J'ai conduit jusqu'à la maison, traversant des rues étroites et mal éclairées, sentant le silence de la nuit m'envahir durant le trajet. En arrivant, la sensation que quelque chose n'allait pas s'est intensifiée. La rue était complètement déserte. Les lampadaires clignotaient, projetant des ombres dansantes sur les vieilles maisons qui semblaient abandonnées par le temps. La maison de Donna Elvira était plongée dans l'obscurité. Le portail en fer rouillé était entrouvert, grinçant légèrement sous l'effet du vent, et l'atmosphère alentour était lourde, comme si l'air lui-même portait un mystère invisible. Je suis descendu de la voiture, j'ai pris ma lampe torche et je me suis dirigé vers l'entrée. Le silence était total, perturbant. Aucun bruit ne provenait de l'intérieur de la maison. Aucun signe que quelqu'un y bougeait ou que quelque chose n'allait mal à première vue. Pourtant, une inquiétude grandissante s'installait en moi. Je me suis approché de la porte en bois vieilli et j'ai frappé plusieurs fois, espérant que la vieille dame apparaisse. Aucune réponse. J'ai attendu un moment, puis j'ai frappé à nouveau, cette fois plus fort, en l'appelant par son nom. Rien. Le malaise s'accentuait. J'ai décidé de vérifier si la porte était déverrouillée, et avec une légère poussée, elle s'est ouverte, grinçant lentement et sinistrement. L'obscurité à l'intérieur de la maison était profonde, presque étouffante. J'ai allumé ma lampe torche et suis entré avec précaution. L'intérieur de la maison était aussi ancien que sa façade. Les meubles étaient recouverts d'une fine couche de poussière, et l'odeur de moisissure imprégnait l'air. Il semblait que la maison n'avait pas reçu de visite depuis très longtemps. À chaque pas que je faisais, le sol en bois grinçait, résonnant dans cet espace vide. J'ai appelé une nouvelle fois Donna Elvira, mais la seule réponse fut un silence oppressant. À mesure que j'avançais, une sensation désagréable que quelque chose de terrible s'était produit ici commençait à s'installer. J'ai traversé un couloir étroit
où les murs étaient couverts de portraits anciens, des photos de famille fanées par le temps. Au bout du couloir, j'ai aperçu une porte entrebâillée. De là, une légère odeur, plus forte que celle de la moisissure, est parvenue jusqu'à moi. C'était une odeur de décomposition, faible, mais indubitable. La main tremblante, j'ai poussé la porte lentement, et, en éclairant l'intérieur de la pièce, mes yeux se sont fixés sur ce qui semblait être le corps de Donna Elvira, allongé sur le sol à côté d'un vieux fauteuil. Il était évident qu'elle n'était plus en vie. Son corps était raide, dans une position étrange, et son visage reflétait une expression de désespoir figée dans le temps. Un frisson glacial a parcouru mon échine. J'ai vérifié son pouls et confirmé l'évidence. Elle était morte. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était la scène. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence dans la pièce, juste le corps inerte d'une vieille dame qui semblait être tombée là toute seule. C'est alors qu'une question s'est imposée dans mon esprit et ne voulait plus en sortir. Si elle était morte, qui avait appelé la police? Une inquiétude grandissait en moi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. L'appel provenait d'un voisin, mais il n'y avait personne en vue. Le silence de la maison semblait dissimuler des secrets que je n'étais pas encore prêt à découvrir. En confirmant la mort de Donna Elvira, le doute s'est installé dans mon esprit comme une lame glaciale. Si elle était morte depuis un certain temps, qui avait bien pu appeler la police? La maison était plongée dans un silence absolu, sans le moindre signe qu'une personne soit présente. Cette odeur de décomposition suggérait que le corps était là depuis un moment. Et l'expression d'horreur sur le visage de la vieille femme ne faisait qu'accentuer mon malaise. Le poids de l'atmosphère dans la maison me paraissait étouffant, comme si j'étais observé. J'ai fait une brève vérification dans la pièce. Le fauteuil où elle était probablement assise avant de tomber était resté intact. Tout autour, les meubles vieillissants et les objets personnels montraient que cette maison ne recevait pas souvent de visites. C'était comme si le temps s'était arrêté pour Donna Elvira, qui vivait seule avec ses souvenirs. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni de lutte, ce qui laissait penser qu'elle était simplement morte ici, seule. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de retourner à la voiture de patrouille pour appeler du renfort. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à enregistrer la scène et à vérifier l'appel. Mais le silence ambiant et ce décor sombre me laissaient une impression que quelque chose de plus grand se tramait. J'ai vérifié la radio, confirmé la localisation et demandé du soutien, espérant que la présence de mes collègues atténuerait la pression que je ressentais. Puis, je suis sorti de la pièce et j'ai commencé à chercher des indices dans la maison, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. En explorant d'autres pièces, la maison dévoilait peu à peu son histoire, des portraits anciens, des livres couverts de poussière, et des meubles qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis des années. J'ai marché jusqu'à la cuisine, et sur la table, j'ai vu un vieux téléphone à cadran, l'un de ceux qui semblaient appartenir à une autre époque. Je l'ai fixé pendant un instant, l'appel mystérieux résonnant toujours dans ma tête. Comment quelqu'un avait-il pu passer cet appel? J'ai passé ma lampe torche sur le sol, essayant de trouver des traces de mouvements récents. Rien. Les seules empreintes visibles dans la poussière étaient les miennes. Toute la maison avait l'air figée dans le temps, comme si personne n'avait bougé ici depuis des jours. Il y avait quelque chose de profondément déconcertant dans cette situation, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Les minutes passaient, et la présence d'un soutien policier devenait nécessaire. Mon esprit tentait de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être que le voisin s'était alarmé pour une raison quelconque. Mais pourquoi personne n'était venu vérifier ce qui se passait avant d'appeler la police? Et surtout, pourquoi l'odeur de décomposition était-elle si forte? Il était évident que Donna Elvira était morte depuis bien plus de quelques heures. C'est alors que mon esprit a commencé à envisager l'impossible. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette scène. Quelque chose qui me donnait l'impression d'être pris dans une toile invisible. Les vieilles photos de la dame âgée avec sa famille, d'une époque révolue, semblaient me fixer,
comme si elle cachait des secrets qui ne devaient jamais être révélés. Un frisson m'a traversé. L'idée que cette maison elle-même renfermait quelque chose de sinistre m'effleura l'esprit. Mais c'était irrationnel, n'est-ce pas? Après tout, j'avais été formé pour traiter des faits, pas des superstitions. Les autres policiers arrivèrent enfin, rompant le silence oppressant avec leurs voix et leurs lampes. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé et comment la situation me semblait étrange dès le début. Ensemble, nous sommes retournés dans la pièce où se trouvait le corps. Et encore une fois, la scène nous enveloppait. L'un des collègues a appelé le médecin légiste, qui a confirmé qu'il serait nécessaire de procéder à une autopsie, dès que possible, pour déterminer la cause et l'heure du décès. Pendant que nous attendions, les questions continuaient à tourbillonner dans ma tête. Qui avait appelé la police cette nuit-là? Le voisin qui avait passé l'appel, puis avait disparu sans se manifester. Ou y avait-il autre chose dans cette maison? Le légiste arriva après un certain temps et examina rapidement le corps. Lui aussi ressentait la lourdeur de l'air dans cette maison. Son regard disait ce que je soupçonnais déjà. Cette femme était morte depuis plus de 24 heures. Impossible, ai-je pensé. L'appel avait eu lieu seulement 1 heure avant que j'arrive à la maison. Alors que le corps était transporté pour l'autopsie, le sentiment de mystère s'épaississait. Il n'y avait pas de réponse simple, juste le silence inconfortable de cette maison abandonnée. Je suis retourné à la voiture et j'ai revu les enregistrements de l'appel. Tout était en ordre. L'appel était légitime. Mais malgré cela, la grande question planait sur moi comme une ombre. Si elle était morte depuis si longtemps, qui avait réellement appelé la police cette nuit-là? Les résultats de l'autopsie de Donna Elvira arrivèrent le lendemain et ils confirmèrent ce que le légiste avait déjà soupçonné. Elle était morte depuis au moins 36 heures. La cause de la mort était une crise cardiaque. Il n'y avait aucun signe de violence ni d'indice indiquant que quelqu'un était avec elle lorsque cela s'était produit. Tout pointait vers une mort naturelle, sauf un détail crucial qui continuait à marteler dans mon esprit. Qui avait appelé la police la veille au soir? J'ai passé toute la journée à penser à la maison, à la vieille dame et à cet appel. Quelque chose n'allait pas, mais aucune explication logique ne se présentait. Je suis retourné au commissariat et ai tenté de revoir les détails du dossier. Le rapport disait l'évidence. Une femme âgée, vivant seule, morte de cause naturelle. Pourtant, le mystère autour de l'appel téléphonique me hantait, m'empêchant d'avancer. Ce qui était encore plus troublant, c'est que, malgré l'isolement de la maison, aucun voisin ne s'était manifesté depuis la nuit précédente pour fournir des explications ou poser des questions sur la dame. Le quartier entier semblait enveloppé dans une sorte de silence complice. Assis à mon bureau au commissariat, j'ai commencé à chercher des informations sur la maison de Donna Elvira, son histoire et les anciens habitants de la rue. J'ai découvert qu'elle y vivait depuis son mariage, il y a plus de 50 ans. Son mari était décédé des décennies plus tôt, et elle était restée dans la maison, seule, après sa mort. Elle n'avait pas d'enfants ni de proches, et avec le temps, elle s'était de plus en plus isolée, devenant une figure solitaire dans cette partie de la ville. Il semblait que sa mort était la conclusion inévitable d'une vie de solitude. Cependant, l'appel continuait de me perturber. Avec le temps, j'ai commencé à envisager des théories que j'aurais normalement écartées. Si Donna Elvira était morte depuis si longtemps, qui ou quoi avait bien pu passer cet appel téléphonique? J'ai examiné l'historique des appels pour essayer de localiser l'origine de l'appel, mais le numéro était inconnu. Cela ne me menait nulle part. Mes collègues, bien sûr, considéraient l'affaire comme close, une mort naturelle. Pour eux, le mystère de l'appel pouvait simplement être dû à une confusion ou une erreur dans le système. Mais je ne pouvais pas accepter cette explication. 2 jours plus tard, j'ai décidé de retourner à la maison de Donna Elvira. Quelque chose me tirait à cet endroit, comme s'il y avait encore des questions sans réponse. J'y suis retourné seul, stationnant la voiture de patrouille dans la même rue déserte, enveloppée du même silence oppressant qu'auparavant. Je me suis dirigé vers la maison, qui était maintenant fermée après le travail des experts. Le portail grinçait toujours.
et le vent froid de cet après-midi d'hiver renforçaient la sensation